Un couple sous dette. Quand la reconnaissance devient un lien de pouvoir. Une dette de vie. Est-ce un fondement d'un couple ou un piège? La vignette symbolique sera les mains vides. Ils s'étaient rencontrés dans une faille, non pas celle du destin, mais celle de leur histoire. Chacun portait en silence une dette ancienne, contractée bien avant d'avoir un mot pour la nommer. Lui, longtemps enfant du manque, avait grandi en croyant qu'on devait tout rendre. Elle, petite fille discrète et solide, avait appris qu'on devait tout donner. Au départ, l'amour entre ces deux personnes s'est noué autour d'un geste profondément soutenant. Elle l'a accompagné, contenu, peut-être, sauvé d'un effondrement latent. Elle a incarné un appui vital qui a permis à son compagnon d'oser son désir professionnel. Il le reconnaît et il en parle. Mais cette reconnaissance n'est jamais devenue une élaboration partagée. Elle est restée comme une dette implicite, non ritualisée, non clôturée. Alors on regardera ce que la dette peut agir comme un retournement narcissique. Plutôt que de rester dans la gratitude, cet homme semble vouloir s'affranchir de ce qu'il doit, non pas par séparation nette, mais par dévalorisation sourde. Il critique, il minore les apports passés de sa campagne, il revalorise son propre parcours en effaçant peu à peu le rôle fondateur qu'elle a joué. Il cherche à renverser la dette, comme s'il voulait dire à travers ses actes « c'est toi maintenant qui es dépendante, et plus moi ». Une dette ancienne, celle qui n'a pas été réglée avec sa mère, sans doute. Ce processus renvoie à une scène peut-être plus archaïque, probablement non résolue. Peut-être une mère trop présente, sacrificielle ou culpabilisante. Peut-être une dette affective ingérable qui revient se rejouer dans ce couple. Ce qui n'a pas tranché dans le lien à la mère, il tente de le rejouer ici en imposant un pouvoir sur celle qui l'a soutenu. Il ne peut pas aimer dans la dette, il ne peut qu'écraser pour s'en libérer. De son côté, elle, c'est plutôt la dépression et la non-reconnaissance de la toxicité. Elle ne voit pas clairement ce retournement. Elle reste dans une position où elle croit devoir continuer à soutenir, mais elle déprime. Comme si son corps disait ce que sa conscience n'arrive pas à nommer. Quelque chose me dérobe l'estime de moi. Lentement, silencieusement, ce lien est devenu toxique, non pas par violence directe, mais par usure narcissique, par glissement de la place donnée vers une place imposée. Peut-on nommer ce qui a été reçu et reconnaître ce qui a été donné sans emprise? Il s'agit bien entendu de symboliser cette dette. Et comment interroger le déséquilibre dans ce lien? Comment l'un prend-il le pouvoir dans une logique d'effacement de l'autre? Faut-il soutenir la parole de cette femme? Qu'a-t-elle perdu dans ce lien? À quoi a-t-elle renoncé? Il faudrait ouvrir un espace pour penser la dépendance psychique. Peut-on aimer sans être possédé, sans être redevable? Quand une dette de vie n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, elle devient une arme silencieuse. Celle qui ne peut pas aimer dans la reconnaissance cherche à dominer pour se croire libre. Mais l'amour sans égalité ne peut que ronger celui qui donne et isoler celui qui prend. Elle aussi peut tenir l'autre par la dette, non par cruauté, mais par insécurité narcissique. C'est donc un cercle vicieux de la dette où l'un veut se libérer en rabaissant, l'autre veut retenir en rappelant ce qu'elle a donné. Tout cela dans une tension insidieuse où l'amour est étouffé sous les rôles figés. D'un côté, le bienfaiteur ingrat, de l'autre, la sauveuse oubliée. Et c'est un huis clos tyrannique et masochiste. Personne ne peut plus sortir sans trahir ou sans s'effondrer. Et c'est là que prend la place, évidemment, de la thérapie, comme tiers détoxifiant. Parce que la dette est là utilisée des deux côtés. Lui dévalorise sa compagne pour inverser la dette, cherche à s'émanciper pour la critiquer, parfois la condescendance, ne supporte pas d'être celui qu'on a sauvé, car cela entame son narcissisme. Elle ne croit pas pouvoir être aimée par elle-même, sans avoir donné, soutenu et aidé. Et elle maintient ainsi son compagnon dans une position d'enfant endetté, comme si l'amour ne pouvait exister sans dette. Elle aussi est enfermée dans une croyance.
Elle pense qu'elle ne sera précieuse si elle continue à être utile, que cela peut la rendre meilleure. Ce type de relation, bien entendu, empêche l'égalité, la liberté de circuler du désir, la possibilité d'un lien adulte, vivant, non basé sur le sacrifice ni sur la domination. C'est un système fermé où la dette empêche la reconnaissance réciproque. On pourrait évidemment avoir là une place d'agent de décontamination symbolique. Un tiers qui désenglue, non en tranchant la dette, mais en la rendant visible, en la désamorçant symboliquement. Créer de l'espace psychique entre les deux partenaires, introduire une pensée de la sortie sans trahison, un modèle relationnel où l'on peut donner sans perdre, recevoir sans se soumettre, et surtout aimer sans être comptable. En fait, ils s'étaient liés par une dette, mais ils ont oublié qu'on ne vit pas sous contrat. Aimer, ce n'est pas rendre, c'est reconnaître sans posséder, et se délier sans s'effacer. Ces deux êtres ne sont pas liés par l'amour, mais par les résidus d'attachement infantile non digérés, par l'ombre d'un amour jamais reçu, qui tente chacun de rejouer, rattraper, contrôler. Ils n'ont pas connu l'amour comme gratuité vivante. Ils n'ont pas appris à aimer sans être utile, indispensable ou admirable. Ils ont été assignés à des rôles souvent parentaux dès l'enfance. Sauver, consoler, prouver sa valeur, réparer un parent blessé. Dans leur lien actuel, ce n'est pas un amour libre qui circule, mais une filiation inversée. Chacun attend de l'autre la réparation d'une dette archaïque. Ce qu'ils n'ont pas eu, un amour vivant, ni conditionnel, ni sacrificiel. Ce n'est pas l'amour sans condition qui manque, ce serait un autre piège sacrificiel, mais un amour à visage humain, où l'on peut donner sans se perdre et recevoir sans être pris en otage. Ils n'ont pas appris que l'amour pouvait circuler librement, se construire dans l'instant, se délier sans abandon, se transformer sans trahison. Le lien d'aujourd'hui est un enfermement hérité. Ce couple ne sait pas s'inventer, il sait rejouer. Chacun rejoue le lien mortifère aux parents, l'entend d'un amour réparateur. La peur de perdre sa valeur s'il n'est pas indispensable à l'autre, ils sont enchaînés aux formes anciennes de l'attachement. Et ils sont épuisés par un lien qui ne nourrit plus mais draine. Comment inventer alors un lien neuf? Inventer un futur possible, non pas en réparant ce qui a été brisé, mais en ouvrant une brèche dans la répétition. Un lien qui ne serait plus hérité, ni calqué sur la dette, ni sur le devoir, mais créé ici dans le présent, où aucun des deux ne serait un parent de l'autre, ni un sauveur, ni une victime. Il n'avait jamais connu l'amour libre, mais peut-être pouvait-il l'inventer en cessant de demander à l'autre de réparer une enfance. Peut-être pouvait-il se choisir aujourd'hui, non comme des rescapés, mais comme des vivants en construction. Il disait parfois qu'elle l'avait sauvé, et elle, en silence, attendait qu'il s'en souvienne. Mais un jour, il a voulu s'affranchir de ce salut qui était devenu un véritable poids. Il a rendu responsable de sa dépendance passée. Elle s'est accrochée à ce rôle, croyant qu'il y avait là leur amour. Et chacun, enfermé dans son rôle fondateur, a cessé de voir l'autre. Le lien s'est mis à boiter. L'amour à s'asphyxier, le présent à fuir sous le poids de l'avant. Alors, il faut bien s'arrêter, ouvrir les mains, vérifier ce qu'il tient encore. C'est difficile, ce lien à inventer. Et ce n'est pas seulement l'histoire de ce couple, mais c'est l'histoire d'hier, d'avant-hier, peut-être de très très loin. Ils se sont trouvés dans l'idée qu'il fallait sauver ou être sauvé, tout donner ou tout recevoir. Il est temps qu'ils déposent cette charge. Il est temps qu'ils puissent penser que ce qu'ils ont donné ne se reprend pas. Et ce qui a été reçu, ils le reconnaissent. Et qu'un lien peut se tisser ailleurs que dans le devoir et dans la dette. Un lien où l'on peut se choisir aujourd'hui, non pas pour ce qu'on a dû réparer, mais pour ce que l'on pourrait construire ensemble ici. C'est là, bien entendu, qu'on touche du doigt les saisons du lien,
les métaphores nécessaires de l'attachement. Et s'il faut quitter cette maison de la dette aliénante, s'il faut oser quitter, mais pas détruire, pour rebâtir, eh bien, il faut construire évidemment une autre maison. Certainement qu'elle les a protégés, mais aujourd'hui, elle les fige. Un couple, ce n'est pas une promesse gravée dans le marbre, c'est un organisme vivant qui passe par des printemps exaltés, des étés, des automnes et des hivers. Transformer est donc là le passage de leur thérapie. Mais quelquefois, le thérapeute bute sur autre chose à l'intérieur de cette dette. Dans cette dette se creuse autre chose qui peut être beaucoup plus redoutable. C'est cette manière d'organiser l'agonie du compagnon. C'est de le pousser à être un poids mort, de lui signifier qu'elle est devenue éteinte par la dévalorisation, le retrait, l'ambiguïté, l'indifférence, et de toucher à sa vitalité. Et la stratégie, bien entendu, c'est de la rendre triste, de l'isoler. Il le dit d'ailleurs, elle est fade, je ne ressens plus rien. Est-ce là aussi une manière de se désengager de la dette, ou plutôt de vouloir envisager d'autres relations? En fait, à travers cette figure du sauveur qu'il voudrait avoir pour renverser la dette, il y a aussi derrière un bourreau masqué. Il joue celui qui reste auprès d'elle, qui sacrifie ses élans pour soutenir, mais dans l'ombre, il s'autorise à chercher d'autres femmes. Il se réanime ailleurs, et il légitime son double jeu par le tableau qu'il a lui-même peint. Elle ne vit plus. Il produit l'agonie pour devenir vivant, et ainsi se soustraire à la culpabilité de trahir, car elle était déjà morte. Là, l'objet, dévitalisé, devient l'alibi narcissique. On observe là donc un déplacement du conflit narcissique. Il ne peut plus supporter la dette et banalise ce lien. Il a besoin donc d'une femme qui l'affaiblit, qui le rend dépendante pour exister comme celui qui supporte, reste, endure, mais ce rôle qu'il étouffe, eh bien, il va aller chercher la vie ailleurs. Ce n'est pas une contradiction, c'est un montage pervers de survie narcissique. Produire la mort de l'autre pour se sentir vivant sans s'exposer soi-même. Évidemment, ce que ça produit chez la compagne, c'est une culpabilité floue. Elle se sent responsable de la distance, alors qu'elle est victime d'un retrait organisé. Il y a une dépression d'atmosphère, elle ne peut pas nommer ce qui l'éteint. Une désorientation identitaire, elle perd peu à peu son accès à son désir. Et bien encore, elle risque de croire qu'elle ne peut plus plaire, ni séduire, ni exister hors de ce lien. Alors ici, bien entendu, il faut remettre de la lumière, où il y a un brouillard organisé. Il faut redonner du discernement à cette femme pour qu'elle comprenne ce qu'elle traverse. Il faut neutraliser le discours toxique du partenaire. Alors certes, il a besoin qu'elle s'éteigne pour briller. Alors il souffle évidemment sur sa flamme, doucement, méthodiquement. Puis devant la braise, il disait « Tu ne m'éclaires plus ». Mais elle va commencer à comprendre avec le travail analytique. Et elle va commencer, évidemment, à avoir des capacités de discernement. Et là, évidemment, dans ce mouvement pervers narcissique, on voit la démesure comme défense contre l'infériorité. Voilà donc un témoignage d'une aventure dans le cas d'une thérapie de couple.